Ça marche là, ça enregistre? Bon, mais je vais commencer. Vous verrez à l'épaisseur de mes notes que je ne vais pas vous imposer de longs discours, et en particulier, je ne vais pas réitérer l'astuce de Groucho Marx, qui avait pris une épaisse liasse de papier, du genre d'une ramette, 500 pages, il commence à lire la première page, et au bout d'une demi-heure, il la retourne. Et les gens, évidemment, font un calcul. S'il a mis une demi-heure pour lire une page, qu'est-ce qu'il mettra pour lire 500 pages? On y sera encore la semaine prochaine. Autre astuce du même genre, c'était Buster Keaton dans un film avec Charlie Chaplin. Il est assis à un piano et il y a un porte, comment ça s'appelle, un truc pour mettre les partitions. Et il a une liasse de papier très molle. Il essaie de la faire tenir sur la porte-partition. Et évidemment, la liasse de papier est trop épaisse et par ailleurs, les papiers sont très mous. Et il passe son temps à arranger les papiers, à le remettre, et ça se casse la figure à chaque fois. Et il fait ça pendant 10 minutes et c'est tordant. Il arrive à rendre ça tordant. C'est Buster Keaton. Avec une barbiche et des lunettes, il avait l'air tout à fait d'un... Bonjour. Bonjour, monsieur Na. Bonjour. Asseyez-vous, prenez votre temps. Ouais. Je vais commencer, bien qu'il y ait encore plein d'inscrits qui ne soient pas arrivés. Mais bon. Ah, il y a de la grêle devant. Déjà? Ah ben, ouais. Donc, je vais suivre ce que j'ai indiqué dans la présentation de l'exposé en parlant de pseudosciences et de la manière dont elles ont colonisé le pays. Et je vais appuyer mon exposé sur deux piliers, si j'ose dire, en remontant assez loin dans l'histoire. Le premier, c'est Socrate et le procès de Socrate, retranscrit par Platon en 399 avant Jésus-Christ. C'est ce petit livre-là, Apologie de Socrate, que je vous recommande de lire, c'est extraordinairement intéressant. Et je lirai des morceaux de ça. Et on peut se demander, c'est très intéressant, pourquoi Socrate avait été condamné à mort et quelles étaient les doctrines qu'il professait qui ont amené à cette condamnation à mort et quel lien ça peut avoir avec cet exposé. Et le deuxième pilier de mon exposé va être l'attitude prise par Heisenberg et Planck en 1933 au moment où les nazis ont pris le pouvoir et les scientifiques se sont demandé quelle attitude adopter. Et les deux vont éclairer exactement le thème de mon exposé avec ce qu'on appelle les pseudosciences. Alors, qu'est-ce qu'on avait reproché à Socrate? Alors, il y a deux choses. On lui a fait un procès, donc, qui était un procès public, c'est-à-dire à peu près 600 juges, c'était une agora, ça se passait dans un endroit public. Et on lui a dit, monsieur, vous adorez des faux dieux et vous ne reconnaissez pas les vrais dieux. Et en particulier, vous dites par exemple que ça n'est pas Zeus qui fait la pluie, mais que ce sont les nuées, on dirait aujourd'hui les orages. Alors ça, c'était certainement négociable, parce qu'on aurait pu dire, c'est Zeus qui apporte les orages ou les nuées, et puis après, c'est les nuées qui font pleuvoir. Mais on lui a reproché ça. Donc on lui a dit, vous n'êtes pas un bon citoyen parce que vous ne croyez pas aux vrais dieux et vous mettez des faux dieux. En réalité, qu'est-ce qu'on lui a reproché? C'était plus profond que ça, et Platon le retranscrit bien. Platon était l'élève de Socrate et il était dans la salle, enfin, dans le lieu où la condamnation a été prononcée. Ce qu'on lui a reproché en vérité, c'est d'aller à droite à gauche dans la cité, de parler aux gens en leur disant tout ce que nous savons, c'est que nous ne savons rien. Et ça, c'est extrêmement mal vu. Il dit qu'il s'est approché des hommes politiques en leur disant ça, il s'est fait des ennemis. Après, il s'est approché des scientifiques, il s'est fait des ennemis, il s'est approché des journalistes, il s'est fait des ennemis, tout ça, Platon le raconte. Donc, à chaque fois que vous dites à quelqu'un tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, eh bien, vous vous en faites un ennemi. Et ça, c'est particulièrement évident de nos jours avec les réseaux sociaux, où vous trouvez que les gens ont un profil, par exemple un profil LinkedIn, dans lequel ils expliquent qu'ils sont experts en tout. Alors, juste avant de faire cet exposé, j'ai téléchargé le profil LinkedIn de quelqu'un, je vous dirai pas qui, mais ça illustre très bien ce que disait Socrate. Elle n'a jamais lu Socrate. Docteur ingénieur en statistique et analyse de l'information, diplômé de l'UTC Compiègne, passionné par le domaine de data, je maîtrise la fouille, la modélisation et l'intégration de données. Elle n'a pas lu Socrate, c'est clair. Ça. Moi, si j'étais diplômé de l'UTC Compiègne, je ne le dirais pas. Bon, donc, et vous en voyez plein comme ça sur LinkedIn, des gens avec qui il est manifestement pas possible de discuter, et on se dit que s'ils avaient participé au procès de Socrate, ils l'auraient condamné à mort.
La deuxième attitude que Socrate défend, et ça rejoindra ce que nous verrons tout à l'heure avec Heisenberg et Planck, il dit il ne faut surtout pas s'occuper des affaires de la cité. Et il le dit à de nombreuses reprises, et ça paraît étonnant pour un philosophe, donc il ne veut pas avoir une influence, il ne veut pas essayer de convaincre qui que ce soit. Alors, les termes dans lesquels il dit sont pas clairs. Je vous engage à acheter ce bouquin. En même temps, la traduction qui est faite, qui est très fidèle, semble-t-il, c'est très bon français, c'est très bien écrit, c'est lourd dans le style français à l'heure actuelle. Je vous en lirai quelques paragraphes tout à l'heure, ça passe mal au français du l'an 2024. Mais c'est extrêmement intéressant, il faut prendre le temps de le lire sur son canapé. Donc, pourquoi il s'intéresse pas à la cité? En langage moderne, je dirais qu'à cause de ce que nous verrons tout à l'heure, elle est corrompue. Vous ne pouvez pas lui expliquer quoi que ce soit parce que les gens se sont réfugiés derrière leurs convictions, derrière leurs fausses sciences. Donc vous ne pouvez pas leur parler. C'est exactement ce que je viens de dire sur LinkedIn. Ça sert à rien. Il essaie de parler aux gens individuellement, mais essayer d'avoir une influence collective ne sert à rien. Ça répond à la réflexion que vous faisiez tout à l'heure. Ça sert à rien de mettre des choses publiques, les gens ne les liront pas de toute façon, on y reviendra. Donc c'est ça les deux points essentiels qu'on retiendra de Socrate. Premièrement, dire qu'on ne sait rien. En français moderne, ça se traduit, enfin en mathématiques modernes, ça se traduit par ce qu'on appelle la gestion des incertitudes. Nous verrons que dans n'importe quelle situation, sur les lois de la physique, il y a énormément d'incertitudes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les considérer comme des choses sûres et bien déterminées. On est obligé d'accepter le fait qu'il y a énormément de connaissances imprécises. Nous appelons ça en mathématiques la gestion des incertitudes, mais ça rejoint l'idée de Socrate, en vérité, nous ne savons rien. Alors s'il y a des variantes, on peut accepter par exemple la loi de Newton de la gravitation universelle en disant qu'elle a une certaine portée, mais c'est seulement une certaine portée. Ça n'est pas une vérité absolue. L'autre jour, il y avait sur LinkedIn un type qui avait affiché une quarantaine de lois de la physique en disant c'est merveilleux. Et je lui ai dit c'est pas merveilleux du tout, c'est notre interprétation de l'univers, mais ça ne correspond pas à une réalité. Et il paraissait vexé, quoi, voilà. Bon, donc voilà ce que disait Socrate. Alors ensuite, nous avons le point de vue de Planck et Heisenberg en 1933. Ça, vous le trouverez dans le livre de Heisenberg qui s'appelle la... Bonjour, entrez, asseyez-vous. Qui s'appelle La partie et le tout de Werner Heisenberg. C'est dans la collection, enfin une collection ordinaire que vous trouverez facilement. Et il explique ceci, compte tenu des circonstances, donc c'était la montée du nazisme, compte tenu des circonstances, tout ce que peuvent faire des scientifiques, c'est se réfugier dans ce qu'ils appellent au pluriel des îlots de stabilité. Alors j'en ai parlé à plusieurs reprises dans ces exposés. Planck avait été rencontré Hitler, c'était l'époque où les scientifiques pouvaient être reçus par le pouvoir, et il raconte ceci dans le livre que Hitler ne l'avait pas du tout écouté. Il était allé le voir en essayant de plaider la cause des physiciens juifs, en disant qu'ils avaient défendu l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, comme tout le monde, et que par conséquent, c'était pas c'était pas approprié de les pourchasser. Et Planck raconte que Hitler ne l'avait pas du tout écouté et continuait avec sa propre pensée, et Planck dit on ne peut pas l'influencer. Donc la conclusion de Planck et Heisenberg à cette époque-là, ça a été il faut que nous fassions de la bonne physique dans notre coin, mais sans nous mêler des affaires de l'État. Ça rejoint exactement ce que dit Socrate. On était dans une situation où le pouvoir politique ne pouvait plus être influencé par quelque pensée que ce soit. C'est exactement le cas à l'heure actuelle. Donc voilà la situation telle que Socrate d'une part, Planck, Heisenberg d'autre part la rapporte, et c'est directement lié à la situation actuelle. Donc j'ai dit, maintenant, on se retrouve en présence d'une quantité de pseudo-sciences, de fausses sciences, etc. Et la première chose à voir, c'est que ça a toujours été le cas dans l'histoire de l'humanité. Il y a toujours eu des pseudo-sciences, des fausses sciences. L'exemple le plus frappant qu'on ait, c'est entre Aristarque de Samos et Copernic. Pendant environ 1800 ans, on a cru que la Terre était immobile et que tout le reste tournait autour. Et c'est vraiment extraordinaire parce que pendant 1800 ans, il y a eu plein de colloques, il y a eu plein de professeurs d'université, il y a eu plein de thèses, etc., qui toutes concluaient que la Terre était immobile et tout le reste tournait autour. Et s'il y avait des gens... Les Grecs savaient que la Terre tournait autour du Soleil, mais ça a été oublié pour des raisons religieuses. Donc il y a eu une pensée, une espèce de fausse science,
qui s'est imprégné, qui a pris le pouvoir, et les gens qui n'étaient pas d'accord, on les faisait taire. Donc ils n'avaient absolument aucun moyen de s'exprimer. Alors Copernic a échappé à ça dans son bouquin. Il a échappé à ça, comme je l'ai déjà raconté, par le fait qu'il est mort le jour même où le livre a été publié, ce qui, à mon avis, est une belle mort, ressemblant un peu à celle de Socrate. Donc les choses ont fini par se rationaliser. On a découvert que la Terre n'était pas immobile, mais ça a pris du temps, et il a fallu 1800 ans de fausses sciences. Donc ensuite, vous avez eu plein de périodes comme ça dans l'histoire de l'humanité, où il y a des tas de convictions qui se sont affirmées et qu'on ne pouvait pas remettre en cause. Et bien entendu, il y a toutes les convictions d'origine religieuse, mais celles-là représentent un dogme. Les convictions à l'heure actuelle sont beaucoup plus faciles à contester parce que, comme vous allez le voir, elles reposent sur des mathématiques. Et par conséquent, comme ces gens-là font semblant de faire appel à des mathématiques, il est facile de critiquer leurs approches. Il suffit de montrer qu'elles sont mathématiquement incorrectes. Alors que vous ne pouvez pas critiquer une approche religieuse. Vous avez le grand schisme d'Orient entre les gens qui font le signe de croix d'un côté et ceux qui font le signe de croix de l'autre côté. Aucun argument lié à la physique nucléaire ne peut trancher entre les deux approches. Vous êtes partisan de l'un, vous êtes partisan de l'autre, vous vous foutez du signe de croix, mais vous ne pouvez pas réfuter. Ça, c'est clair. Par contre, on peut réfuter un dogme sur, par exemple, l'élévation ou l'augmentation du nombre de pays, de personnes sur Terre, ou l'augmentation des températures, ou tout ce que vous voulez. Là, ça rentre dans le domaine. Ça s'appuie sur des données qui se veulent scientifiques et que, par conséquent, on peut récuser. Alors, ils fabriquent des modèles mathématiques pour la circonstance, et comme je l'ai expliqué, c'est très facile à récuser parce que vous avez 3 signaux d'alerte qui sont extrêmement simples. D'abord, une pseudo-science réclame l'unanimité. Ils disent, nous savons tout et nous avons pris connaissance de toutes les variantes possibles et nos conclusions sont celles-là. Maintenant, c'est fermé. La boîte est fermée, vous n'avez plus le droit de discuter. Donc, quand quelqu'un dit ça, c'est exactement le contraire de ce que disait Socrate, évidemment. Quand quelqu'un dit ça, vous n'essayez pas de discuter, ça ne sert à rien. Là encore, Socrate nous guide. Simplement, vous vous reculez, comme disait Victor Hugo, l'honnête homme recule et s'accoude à l'écart. Vous n'essayez pas de discuter. Simplement, il est clair que ces gens-là, c'est un coup d'État. Un coup d'État au sens où Napoléon III avait fait un coup d'État en 1852. Il y a quelqu'un qui rentre? Va l'accueillir. Les gens arrivent en ordre dispersé. Pourtant, on est au centre de Paris ici. On va attendre 2 secondes. Donc, typiquement sur ces questions, par exemple, celle qui est la plus prégnante à l'heure actuelle, c'est la décarbonation. Les gens parlent tout le temps de décarbonation, ce qui est une grosse sottise. Ça sert à rien de discuter. Moi, quand je vois que les gens qui me disent on va décarboner, puis je leur dis décarboner, vous êtes libre, vous êtes en train de vous ruiner, c'est votre affaire, ruinez-vous tant que vous voulez. Quoi? Il n'y a personne. Bon. Donc on les laisse se décarboner, essayer de les convaincre que c'est une sottise ne sert à rien. Ils ont des convictions qui sont de nature religieuse, qui sont appuyées par, alors ils disent par exemple, la Commission européenne a dit qu'il fallait décarboner, le gouvernement français a dit qu'il fallait écouter la Commission européenne, donc nous allons décarboner. Sauf que la Commission européenne, c'est pas elle qui va payer les équipements qui sont nécessaires pour la décarbonation et les changements, par exemple, complets de politique industrielle. Mes amis d'ArcelorMittal, qui était un très gros industriel fabricant de l'acier, ils ont dit on va décarboner, mais alors on est obligé de changer complètement nos process industriels, et on n'est pas du tout sûr qu'avec d'abord ça va coûter une fortune, et on n'est pas du tout sûr qu'avec les nouveaux process industriels, notre acier va être de la même qualité qu'avant. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ceci qui est très simple. ArcelorMittal, c'est contrôlé financièrement par M. Mittal, qui est un hindou très riche. Et M. Mittal va prendre les 2 usines qui restent encore en France et puis il les mettra quelque part aux Indes, à un endroit où on ne décarbone pas autant. C'est tout, c'est simple. Donc il se tire plusieurs balles dans plusieurs pieds en faisant ça. Mais ils ont décidé qu'il fallait décarboner parce que la Commission européenne a dit qu'il fallait décarboner. Donc la Commission a bon dos, si vous voulez. Alors j'en parlerai tout à l'heure sur l'attitude qu'il faut prendre. La deuxième règle qu'il faut
observé, selon les gens des pseudosciences, c'est que il faut agir de toute manière dans l'urgence. Les conclusions ont été obtenues, maintenant tout le monde a réfléchi, tout le monde est d'accord, il faut agir très rapidement. Quand quelqu'un vous dit qu'il faut agir très rapidement, vous vous éloignez très rapidement, parce que ça n'a strictement aucun sens. La science, par définition, demande de la réflexion. Nous, en mathématiques, on a cette habitude depuis environ 6000 ans. Nous, quand nous obtenons un résultat, ce qui nous arrive de temps en temps, on le rédige de notre mieux et on l'envoie à tout un tas de gens pour évaluation. Qu'est-ce que t'en penses? Et puis quand on a reçu, c'est ce que faisait Archimède. Archimède envoyait ses résultats à tous ses copains et il recevait des commentaires et il en prenait compte. Et une fois qu'on a reçu les commentaires, eh ben, on essaie de faire une publication. Et la publication, ça prend encore des mois et des années avant qu'elle sorte. Et après, j'avais un ami qui me disait, en mathématiques, on considère qu'un résultat est correct seulement quand il a été démontré 7 fois de suite par 7 méthodes différentes. Donc ça prend beaucoup de temps. Et il y a une citation de Shakespeare qui est tout à fait appropriée. Othello, acte 2, scène 3, we work by wit and not by witchcraft, and wit depends on dilatory time. Ce qui a été traduit par François-Victor Hugo, nous opérons par l'intelligence et non par la magie, et l'intelligence est soumise au délai du temps. Donc c'est très juste ça. La science, de toute façon, pas seulement les mathématiques, demande systématiquement de l'apport de la réflexion et ensuite, j'oserais le terme, de la confrontation. J'entends souvent les industriels me dire, oh là là, nous, tout ce que nous faisons, c'est archi confidentiel, on ne peut pas partager, c'est épouvantable, on va faire tout ça entre nous, nous avons nos chercheurs. Alors quand j'entends ça, je leur dis, ben, vos chercheurs, ils sont sûrement mauvais, ils n'aiment pas entendre ça, et ils n'ont jamais lu Socrate, mais par définition, ils sont en vase clos, donc la direction générale de l'entreprise leur a dit, messieurs, il ne faut surtout pas parler à l'extérieur. Ce qui est une faute de logique et une faute industrielle majeure, parce que les chercheurs d'une entreprise devraient être là par définition pour prendre ce que fait l'entreprise, traduire ses problèmes en un langage générique, accessible à l'étranger, à l'extérieur, et se balader partout de congrès en congrès en disant on a ce problème, que voici de manière générique, maintenant dites-nous ce que vous en pensez et comment vous pourriez le résoudre. Et après, ils récupèrent ce que les gens disent à l'extérieur et ils le traduisent dans le langage de l'entreprise. C'est à ça que devraient servir les chercheurs, de pont entre le besoin de l'entreprise et ce que peut apporter la recherche internationale. Nous faisons ça, et des fois je me fais engueuler par les donneurs d'ordre en disant vous n'avez pas le droit, vous êtes tenu par. Écoutez, je leur dis on fait ça depuis 6000 ans, si vous n'êtes pas content, allez vous faire cuire un œuf. En général, ça se passe très bien. Ils se font cuire l'œuf, voilà. Donc, mais ça c'est une nécessité, on peut pas, la recherche en interne n'existe pas, n'a pas de sens. Donc il est nécessaire de communiquer. Et moi ce que je dis à chaque fois qu'on a terminé un sujet quel qu'il soit, on s'efforce, excusez mon langage, de le générifier, c'est-à-dire de le mettre sous une forme qui soit pas propriétaire, avec des données qui vont être des données, on multiplie tout par pi sur 2, on le divise par log de 3, ou ce que vous voulez, avec des données qui ne sont pas les données propriétaires, et après on explique quelle est l'approche qu'on a prise pour résoudre le problème. Et on diffuse ça, et on reçoit en général des critiques. Une fois, par exemple, on a fait pour la RATP un travail sur la stabilité des talus par la méthode d'Archimède. Donc j'étais assez content du résultat. Je l'ai envoyé à un ami qui travaille chez Vinci Construction Grand Projet. Il m'a dit là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas. J'ai corrigé, je lui ai renvoyé, il m'a répondu Archimède a fait des progrès. C'était sympa. Depuis, le document est public et il a circulé. Enfin, on arrive à déterminer la stabilité d'un talus par une méthode qu'Archimède n'aurait pas récusée. Voilà. Donc pour nous, la science requiert du temps et requiert des échanges. C'est pas possible, si intelligent qu'on soit, de faire quelque chose par soi-même. Il n'y a pas d'exemple dans le monde, dans l'histoire de l'humanité, de découvertes qui aient été faites par des chercheurs isolés. Ensuite, la troisième raison pour laquelle vous devez refuser les fausses sciences, c'est que par définition, elles ignorent les lois de la nature, c'est-à-dire que les gens se sont basés sur un très petit nombre de données qu'ils ont sélectionnées pour la circonstance, et ils refusent de voir qu'il existe d'autres données
qui n'ont pas voulu recueillir. Alors ça, c'est typiquement le cas pour l'environnement. L'environnement, vous voyez des tas d'articles qui disent il y a un réchauffement, il y a un réchauffement, mais ils oublient de regarder la chose évidente suivante, c'est que la planète a connu une période de glaciation qui a duré environ 100 000 ans, et on en est sorti il y a environ 10-20 000 ans. Et l'existence de cette période de glaciation est bien établie, et du reste, elle est complètement évidente, parce que vous voyez la forme des vallées. Les vallées sont en général en U, ce qui prouve qu'il y a eu beaucoup de flotte qui est passée à ce moment-là, alors que maintenant, il y a très peu d'eau. Donc, il y a eu une période de fonte des glaciers. Ça s'est produit il y a environ 10 000, 20 000 ans. Donc, vous avez la situation suivante. La planète a été gelée pendant 100 000 ans, et elle en est sortie il y a 10 000 ans. Donc, qu'il y ait un réchauffement maintenant, c'est normal. C'est pas un retour à la normale, ça ne veut rien dire, mais le retour à la situation précédente. Et quelqu'un qui ignore cet argument-là, en disant il y a un réchauffement, bah, c'est une faute de logique. Simplement, c'est un retour à une situation antérieure. De même, les gens disent ah, c'est épouvantable, les glaciers fondent. Sauf que quand le glacier fond, on trouve des baraques en dessous, des maisons en dessous, ce qui prouve bien que le glacier n'a pas toujours été là. Et là encore, vous ne pouvez pas discuter. Quand mon ami Paul de Hevels a fait son exposé sur le climat il y a un an, il y a eu 130 000 vues sur Internet, donc quelquefois c'est productif. Et il y a des gens qui ont dit ouais, mais tout ça c'est pas sérieux. Et je leur ai dit mais dans son livre À l'assaut des pôles, Roger Versel explique qu'en 1936 le pôle était libre de glace, pôle Nord était libre de glace, et qu'il y a des bateaux qui sont allés en profitant de ce que. Et alors il y a des gens qui ont dit ouais, mais Roger Versel était un collabo. Alors ça, j'ai dit mais ça n'a absolument rien à voir. Qu'il soit un collabo ou pas, peut-être. En tout cas, il a été réhabilité à la Libération, lui a donné la Légion d'honneur. Mais ça ne change rien au fait qu'il a écrit un bouquin que vous pouvez acheter. C'est un livre de poche qui s'appelle À l'assaut des pôles et qui raconte comment on a conquis les deux pôles. C'est très intéressant en plus, il raconte ça très bien. Et il raconte qu'en cette année-là, le pôle Nord était libre de glace, ça s'est produit, c'est tout. Voilà, c'est pas bouleversant. De même, quand on a découvert le Groenland dans les années 1300 ou je ne sais plus quoi, il était vert, d'où son nom. Voilà, le climat change. Mais si vous essayez d'expliquer ça aux gens, ils sont absolument convaincus que tout changement climatique est dû à l'humanité, donc ils ne vous écouteront pas. Ça sert à rien de discuter. On rejoint ce que dit Socrate, on rejoint ce que dit Heisenberg et Planck. Ça sert à rien de discuter. Vous êtes en présence de gens qui ont leurs convictions. Je vais quand même vous lire un extrait de Socrate, c'est extrêmement beau. Ce type donc il vient d'être condamné à mort. Et il s'étonne, il y avait environ 600 juges, c'est-à-dire les citoyens d'Athéniens qui étaient là, tout le monde pouvait participer au jugement à partir d'un certain âge, qui était, je crois, de 30 ans. Et donc, il a été condamné à mort pour la raison que j'ai dite tout à l'heure, d'avoir observé des faux dieux et d'avoir négligé les vrais dieux. Et d'abord, il commence par s'étonner qu'il n'y ait pas une plus forte majorité qui l'ait condamné à mort. Il y a une très faible majorité. Dans chaque situation périlleuse, il y a bien des moyens d'échapper à la mort si l'on ose faire et dire n'importe quoi. Mais attention, citoyens, il est moins difficile d'échapper à la mort qu'à la méchanceté. La méchanceté, en effet, court plus vite que la mort. Aussi, maintenant, lent et vieux comme je suis, ai-je été rattrapé par le plus lent des deux maux, tandis que mes accusateurs, qui sont vigoureux et agiles, l'ont été par le plus rapide, la méchanceté. Ainsi, tout à l'heure, allons-nous nous séparer, moi qui serai condamné à mort par vous, et eux qui auront été reconnus par la vérité coupables de méchanceté et d'injustice. Je m'en tiens à la peine qui a été fixée pour moi, et eux doivent s'en tenir à celle qui a été fixée pour eux. Sans doute fallait-il qu'il en fût ainsi, et j'estime que les choses sont ce qu'elles doivent être. Cela étant, j'ai bien envie de faire une prédiction, vous concernant, vous dont les votes m'ont condamné. J'en suis en effet à cette heure de la vie où les êtres humains sont le plus aptes à faire des prophéties. Je vous prédis en effet, citoyens, vous qui m'avez condamné à mort, que vous aurez à subir tout de suite après ma mort un châtiment beaucoup plus pénible que celui auquel vous m'avez condamné. En agissant aujourd'hui ainsi, vous avez cru en effet vous libérer de la tâche de justifier votre façon de vivre, or c'est tout le contraire qui va vous arriver. Autrement dit, on va vous le reprocher. C'est très beau comme... Lisez ça. Voilà, donc nous avons en présence cette fausse science, et elle a
en quelque sorte bloquer la vie du pays et personne ne peut discuter avec. Donc, comme disait Victor Hugo, il faut se mettre à l'écart, l'honnête homme recule et s'accoude à l'écart. Donc, qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors, comme je le disais tout à l'heure, la situation à l'heure actuelle est plus favorable qu'elle ne l'était du temps où les croyances étaient de nature religieuse, parce qu'à l'époque, elles étaient indiscutables. Maintenant, elles croient pouvoir s'appuyer sur des mathématiques, et à cet égard, elles sont devenues extrêmement vulnérables. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder les approches mathématiques qui sont derrière, et de constater que ces approches mathématiques ne prouvent rien. Alors, ça n'aura pas d'influence sur les gens qui les ont opérés, mais ça va les obliger à faire machine arrière de la manière suivante. Nous sommes fréquemment requis pour faire des analyses critiques sur tel et tel, par exemple, est-ce que les lignes à haute tension favorisent l'apparition de la maladie d'Alzheimer, la leucémie de l'enfant, etc. Donc ça, c'est des trucs fabriqués par la société en présente pour essayer de justifier des peurs de toute nature. Là, vous avez Alzheimer, et puis la semaine dernière, on a été requis par une société qui fabrique de la luzerne pour les aliments, et ils étaient inquiets parce qu'on met en cause tel et tel procédé de fabrication qui est susceptible d'avoir une influence sur la santé. Enfin, des trucs comme ça, vous en voyez 15 par jour sur lesquels on s'inquiète de ceci et de cela. Alors, la manière donc de procéder est assez simple. Vous lisez les articles qui incriminent la doctrine en question et vous trouvez qu'il y a des erreurs de logique majeures. Par exemple, en ce qui concernait Alzheimer ou la leucémie de l'enfant, il est évident qu'il y avait des erreurs de logique parce que si vous preniez la première page de l'article avec les chiffres, ben, la population au voisinage des lignes à haute tension avait moins de ceci et de cela que la population loin des lignes. Donc, vous concluez que le type faut faire 12 pages de calcul, n'empêche que les chiffres grossiers, bruts, montrent le contraire de ce qu'il voudrait montrer. Alors vous lui dites, et le gars est bien obligé de retirer sa publication. Jusque-là, ça n'aurait pas beaucoup d'importance, parce que de toute façon, la population va continuer à croire que les lignes à haute tension sont dangereuses pour la santé. C'est là qu'il faut aller un peu plus loin, et c'est là que nous intervenons. Nous disons au type, ah ouais, vous avez écrit ça, c'est très bien, vous êtes trompé, vous avez multiplié par 10 au lieu de diviser par 100, c'est peut-être une erreur de calcul, c'est pas forcément très grave, mais dites donc, vous avez fait ça pour obtenir des subventions, vous vendez des appareils qui ceci, qui cela. Donc ça, c'est de l'escroquerie en bande organisée. Escroquerie en bande organisée, c'est 10 ans de prison et 750 000 € d'amende par personne. Alors là, le type, il recule. Il devient blanchâtre et il retire instantanément ses conclusions. Ah non, je n'ai jamais voulu dire ça. Donc j'ai retrouvé que l'argument tentative d'escroquerie en bande organisée était extrêmement puissant. Les gens n'aiment pas entendre ça. Donc comme en général ils font ces arguments pour des raisons lucratives, pour obtenir des subventions, lancer des appareils, se faire une place dans la société, eh ben, quand leur dire, mon petit bonhomme, vous êtes mal parti, ça va vous retourner contre vous, puis 10 ans de prison pour tentative d'escroquerie en bande organisée, ça les fait réfléchir. Donc, il est assez facile de les contrer en réalité, puis on met ça, rend ça public, quoi, on le diffuse. Maintenant, c'est facile avec les réseaux sociaux. Et les gens aiment bien ça, il y a escroquerie, je vais le lire. Alors, je vais en venir à la prise de position des intellectuels sur ces questions de pseudosciences, et en particulier les universitaires. Et là, c'est extrêmement inquiétant parce que les scientifiques, en général, sont des gens indépendants. On est professeur d'université, je l'ai été pendant longtemps. On est payé par l'État et on a une certaine liberté de parole. Et malheureusement, il s'avère que pendant toutes ces périodes d'obscurantisme, sans exception, de l'ordre de 95% des scientifiques adhèrent à la doctrine de bloquer la vérité et développer des fausses sciences. C'était particulièrement évident sous le Troisième Reich, vous lirez sur Wikipédia la rubrique qui s'appelle La science sous le Troisième Reich, presque tous les scientifiques avaient adhéré à la doctrine de pureté de la race, et donc ils avaient leur publication qui expliquait qu'il fallait se débarrasser de tout ce qui n'était pas pur, etc., etc., y compris des prix Nobel. Et à l'heure actuelle, en ce qui concerne le climat,
Bah, il y a quelques individus honnêtes, comme mon ami Paul de Hevels. Il y a récemment eu un dénommé John Clauser, qui a eu le prix Nobel de physique aussi. On est trois à déclarer le climat, on s'en fout, avec de Hevels qui dit much to do about nothing, comme dit Shakespeare. Beaucoup de bruit pour rien, ça fait plus noble. Mais tous les autres sont extrêmement, enfin, il y a plein de publications sur le fait qu'il faut réagir très rapidement sur le climat. Et l'Académie des sciences n'a jamais pris position de manière nette en disant tout ça c'est des conneries. Et l'Académie des technologies a émis des avis unanimes, collectifs, en disant il faut soutenir les actions sur le climat. On se demande, c'est des vieilles personnes qui sont tous à la retraite, on se demande quel est leur intérêt. Peut-être qu'on va leur mettre un plan incliné pour accéder avec leur fauteuil d'invalide, là, c'est ça qu'ils peuvent prétendre. C'est un peu triste, quoi. C'est des gens qui, en principe, ont leur liberté de parole, mais ils sont tellement imprégnés d'idéologies factices, habituelles, populaires, qu'ils n'arrivent pas à en sortir. Donc je vois ça très fréquemment. Les gens ont peur de s'exprimer. C'est très bizarre, même pour des gens qui, premièrement, sont indépendants intellectuellement, en théorie, et deuxièmement, sont à la retraite. Mais ils ont peur qu'on les critique. Et même quand ils sont académiciens, c'est assez extraordinaire. Donc on se retrouve dans la même situation dans le Troisième Reich, où 95% des scientifiques adhèrent à l'idéologie ambiante, simplement parce que c'est l'idéologie ambiante. On pourrait l'accepter pour ceux qui en retirent un bénéfice, parce qu'ils ont besoin, comme vous disiez tout à l'heure, de subventions pour tel et tel organisme. Je ne critique pas le fait, par exemple, on parlait du CETIM, qui recherche des subventions pour assurer sa longévité. Si l'État demande au CETIM de faire telle et telle recherche, ben, le CETIM est censé faire cette recherche. Il n'y a pas de raison de s'en démarquer. C'est là que je veux en venir à la position que nous devrions prendre en tant que scientifiques. Si on nous demande à nous, par exemple à la SCM, de faire une étude sur l'évolution des températures au voisinage du site de Bure, comme l'ANDRA nous l'a demandé, nous la faisons. Nous n'avons aucune raison de refuser de faire une étude sur l'évolution des températures. Bure, c'est l'endroit où ils vont mettre le site CIGEO de stockage. C'est dans l'est de la France. C'est pas Bure-sur-Yvette, c'est Bure sans S. Et on a fait cette étude et elle a montré qu'il ne se passait rien de spécifique, de significatif. Les températures ont augmenté d'environ 1 degré sur 50 ans, quelque chose comme ça. C'est complètement ordinaire. De même, on a fait récemment une étude pour une ville de l'Essonne qui nous a demandé quelle était notre exposition, quelle était son exposition aux tempêtes extrêmes sur les 20 ans qui doivent venir. On a fait cette étude. On n'a aucune raison de la refuser. C'est de la science comme une autre, quoi. C'est pas particulièrement difficile. Là où il ne faut pas aller trop loin, si j'ose dire, c'est qu'il ne faut pas en tirer bénéfice. Par exemple, si vous avez des profils LinkedIn, ben, il ne faut pas écrire que vous êtes favorable à toutes les doctrines sur la décarbonation. Il ne faut pas essayer de tirer parti de la situation actuelle pour en tirer bénéfice, parce que là, on tombe sur l'escroquerie en bande organisée. Et sous le Troisième Reich, il y avait énormément d'entreprises qui ont tiré parti de la situation pour s'enrichir. Et l'exemple le plus manifeste, ça a été IG Farben, laquelle a été dissoute au moment des procès de Nuremberg et les dirigeants ont été condamnés à de lourdes peines de prison. Ils n'ont pas été condamnés à mort et c'est un peu dommage, parce que les Américains les ont récupérés. C'était une grosse entreprise de chimie et ça valait cher. Mais enfin bon, ils ont quand même été condamnés à de lourdes peines de prison. Et l'entreprise a été dissoute, séparée en plusieurs morceaux. Donc, si vous êtes scientifique, il ne faut pas aller trop loin. Vous avez le droit, si on vous dit par exemple il faut coller une vignette critère pour aller à tel endroit, ben vous connaissez la vignette critère, c'est obligatoire, on ne peut pas l'éviter. Par contre, vous n'êtes pas obligé de dire sur votre site web nous sommes partisans des vignettes critères. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'abonder dans le sens de l'idéologie ambiante. Vous avez le droit d'exprimer vos réserves en disant les critères, ça ne sert pas à grand chose. Ce qui est une évidence, d'ailleurs, nous avons eu plusieurs analyses critiques des logiciels qui étaient censés évaluer la qualité de l'air. Et la qualité de l'air, en général, on s'était rendu compte que c'était essentiellement des bouffées de je ne sais quelle saloperie qui venaient de l'Est, que ça n'avait rien à voir avec la pollution automobile. Ouais. Je me rappelle une fois, justement, on avait reçu une étudiante de l'école d'ingénieurs de la ville de Paris, et on avait fait une étude sur les rejets de CO2 en fonction de la vitesse dans une artère donnée. Et on avait montré, ce qui d'ailleurs est une évidence, que si vous restiez longtemps dans l'artère,
vous émettiez plus de CO2 à cause de l'accumulation. Donc la courbe était une courbe en U, il y avait un minimum. Et ça avait beaucoup plu à la presse qui s'était emparée de ça, parce que c'était contradictoire avec ce que disait Anne Hidalgo, mais ça n'avait pas du tout plu à l'école d'ingénieurs de la ville de Paris, qui avait décidé qu'à partir de là, nous étions persona non grata. Parce qu'une étude qui montrait qu'on pouvait réduire la vitesse dans des proportions excessives ne faisait qu'augmenter les émissions de CO2 était politiquement incorrecte. Et l'école d'ingénieurs de la ville de Paris, financée par la ville de Paris, ne pouvait pas se le permettre. Alors, ça s'est produit d'ailleurs à plusieurs reprises. Les écoles étaient censées dire ce qu'on leur demandait de dire. Et l'école de... Comment ça s'appelait? Celle où était Pierre-Gilles de Gênes, dont j'ai oublié le nom, ESPCI, Physique-chimie de la ville de Paris, a été menacée de disparition. Jusqu'au jour où Gilles de Gênes a eu le prix Nobel, et à ce moment-là, on a oublié de supprimer l'école. C'est passé à la trappe, parce qu'il passait bien à la télévision. Lui-même était très climato-sceptique, mais il est mort trop tôt. Ouais. C'était un type bien, il était très bon scientifique. Hein? Ouais. Alors, je dirais pas ça, moi je me permets pas de juger de ce que les gens font ou ne font pas. Il était très abordable. Il a essayé, il avait fait un truc qui s'appelait Main à la pâte, où il essayait il essayait de convertir les jeunes à la science, à la vraie science, en faisant de l'expérimentation. Il a tenu le coup 2 ans. Comme nous, on a essayé de montrer ça à des jeunes. C'est extrêmement difficile. Les jeunes s'en foutent, etc. Donc, nous, on a fait ça avec des lycées. Et après, on nous disait de quoi vous vous mêlez. Vous êtes une société anonyme. Vous n'êtes pas là pour expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc, j'ai fini par en avoir marre et arrêter, quoi. On se heurte à c'est exactement le cas de la pseudo-science en général. Et c'est ce que disait Socrate. Il ne faut pas essayer de convaincre. C'est ce que disaient Max Planck et Heisenberg aussi. Il ne faut pas essayer de se mêler à la société civile. De toute façon, ils ne vous écouteront pas. Donc, vous pouvez mettre comme faisait Pierre-Gilles de Gênes, quelques exemples à disposition du public. L'opinion de Pierre-Gilles de Gênes était celle-ci, et je l'ai reprise complètement à mon compte. Un scientifique a le devoir de mettre à la disposition du public ses propres travaux, ses propres résultats, mais après, on est en démocratie. Ce que fait le public avec ses résultats et ses travaux, c'est pas notre problème. Et Schwartz disait la même chose, Leon Neumann disait la même chose, le mathématicien n'est pas responsable du monde tel qu'il est. Et Schwartz disait, c'est encore pire, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Tout ça est synonyme, quoi. Et ça revient à ce que disait Socrate. Donc ça sert à rien d'essayer de convaincre qui que ce soit, les gens n'en veulent pas. Alors, donc j'ai parlé de ça, je regarde mes notes. Oui, on pourrait croire que c'est seulement dans le domaine scientifique. Donc vous pouvez retenir ceci qui correspond à ce que disait Socrate, à savoir que quelqu'un qui a des opinions qui sortent du commun va être condamné par la population, comme l'a été Socrate, simplement parce que son attitude consistait à dire « je voudrais vous convaincre que vous ne savez rien ». Mais ça, c'est pas seulement pour les scientifiques. Si on regarde l'histoire de l'humanité, on s'aperçoit que quiconque a eu des opinions ou des talents qui sortaient du commun est systématiquement combattu par l'ensemble de la population. Alors, je vais vous donner quelques exemples très grossiers et très rapides. Vous avez probablement entendu parler de Semmelweis, qui était un médecin hongrois qui a exercé quelque part, je ne me rappelle plus où, mais enfin, il avait découvert les vertus de l'asepsie à la fin du 19e siècle, et il a été combattu par tous ses collègues, il est mort fou. Donc ça, c'était dans le cas de la médecine. Alors en mathématiques, on se targue par exemple de l'accueil qu'on a fait, comment il s'appelait déjà, Abel, Niels Abel, qui était un mathématicien norvégien. Comment peut-on être norvégien? Il était venu en France première moitié du 19e siècle pour présenter ses travaux aux mathématiciens français qui étaient renommés à l'époque, en particulier à Cauchy, Augustin Cauchy. Et Cauchy a refusé de le recevoir, et Abel est mort dans la misère sans avoir jamais obtenu d'emploi stable. Cauchy avait cette réputation que tout ce qu'on lui envoyait, il ne le lisait jamais. Et l'Académie des sciences perdait systématiquement tous les travaux qu'on lui remettait. Il y avait des moyens de remettre des plis à l'Académie. Et dans certains cas, comme celui d'Abel, on l'a retrouvé 100 ans après par hasard. Alors on a dit, ah, c'est vraiment génial.
Donc les mathématiciens français ont une très bonne tradition, en quelque sorte, d'absorption, consistant à faire dévier à droite et à gauche tout ce qui ne les intéresse pas. Et Cauchy était très doué pour ça. Ça n'empêche pas qu'il était plutôt bon mathématicien. Ouais. Alors ensuite, on peut sortir du... C'est pareil pour tous les scientifiques, en physique évidemment. Max Planck et Heisenberg se plaignaient de ce que la théorie des quanta, etc., n'a pas été acceptée tout de suite, et il a dit il faut attendre la mort de la génération présente, qui est remplacée par la génération suivante, et qui accepte mieux ces choses-là. Mais on peut sortir aussi de la physique, ça, c'est vrai également dans le domaine des lettres. À chaque fois qu'un livre de bonne qualité sort, tout le monde est contre. Par exemple, Grapes of Wrath de Steinbeck, qui a eu le prix Nobel ensuite. Il a été condamné aux États-Unis et il a été interdit dans un certain nombre d'États à un moment de sa sortie, comme étant, c'est un peu communiste, quoi. Je ne sais pas si vous avez lu Les raisins de la colère. C'est extraordinaire comme livre. C'est prenant. Bref, ça a été, tous les critiques étaient contre à l'époque. Bien entendu, vous avez l'exemple de Baudelaire également, dans les années 1856. Il y a un journaliste du Figaro qui s'appelait Gustave Bourdin qui a écrit que c'était un hôpital ouvert à toutes les démences de l'esprit, ce qui fait que Baudelaire a été condamné à une lourde amende et au retrait d'un certain nombre de poèmes. L'amende, il ne pouvait pas la payer, donc il a demandé à l'impératrice une remise de l'amende, mais même ça, il ne pouvait pas le payer. Il est mort dans la misère, il était sous tutelle, et il n'a pas réussi à s'en remettre. Il est sous tutelle judiciaire toute sa vie, donc voilà. En dehors des lettres, j'aborderai évidemment Van Gogh, par exemple, qui s'était réfugié à Auvers-sur-Oise. Donc vous vous baladez à Auvers-sur-Oise, vous voulez Van Gogh partout, sauf qu'il s'est suicidé au bout de 60 jours, mais il n'arrivait pas à supporter la connerie des gens d'Auvers-sur-Oise qui lui ont jamais acheté un seul tableau. Si c'était associé pour lui acheter un tableau, il serait milliardaire aujourd'hui, parce que tout le monde viendrait pas. Ça illustre bien la connerie humaine. Et le pire, c'est en musique. C'est pareil en musique, bien sûr. C'est le sort de Mozart, qui est mort à 35 ans dans la misère. Et même son protecteur, qui était le prince de je ne sais quoi, l'avait assigné en justice pour obtenir le remboursement des dettes. Et tenez-vous bien, il est mort dans la misère, et il a été enterré dans une fosse commune, et personne ne sait où est cette fosse commune. Elle a été perdue. Alors après, on lui a mis plein de... Ouais, enfin des statues, etc., des monuments un peu partout, mais après, il était mort à 35 ans, sans jamais avoir obtenu d'emploi stable. Donc en mathématiques, on s'en sort plutôt bien. On refuse un peu les Norvégiens, mais après tout, c'est normal, ils sont Norvégiens, quoi. Quoi. Donc, alors, il me reste 5 minutes, ouais. La formation des jeunes va tout à fait dans le sens de la restriction de la liberté de penser qu'on voit à l'heure actuelle. C'est-à-dire que dès leur plus jeune âge, ils sont gavés à des choses qui sont purement factuelles. À l'heure actuelle, ils sont gavés par le fait qu'ils doivent être capables de programmer et sans réfléchir à ce à quoi ils vont programmer. Donc ça intervient par exemple, c'est très clair, tous les CV que je reçois à l'heure actuelle, c'est nous savons programmer en Python. Mais est-ce que vous êtes interrogé sur la pertinence, la gestion? Quand vous commencez à programmer, il n'y a plus, comme on disait au début, de gestion des incertitudes. Vous avez un logiciel dans lequel vous rentrez des données fixes et il sort un résultat fixe. Comment tenez-vous compte des incertitudes? Et comme disait Socrate, on ne sait rien sur rien. Donc comment vous allez mettre ça dans votre logiciel? Mais ça leur vient même pas à l'idée, et leurs professeurs qui sont fautifs à cet égard ne leur ont jamais dit qu'il y avait une incertitude. Donc eux, ils sont formés par définition, à programmer quelque chose qu'ils considèrent comme une vérité absolue. Et c'est ça qu'ils voient dans leur carrière future. Donc ils n'ont aucun sens de ce que peut être la recherche scientifique, et en fait, ils n'ont aucune espèce d'ambition. Alors il faut leur... c'est ça qui est extraordinaire aussi, c'est que j'ai essayé de faire passer des petites annonces, par exemple, et la plus belle petite annonce de recrutement qui ait jamais été publiée, c'est dû à Ernest Shackleton, l'Odyssée de l'endurance en 1905. Ça commence par Men wanted for hazardous journey. On veut des hommes pour un voyage dangereux.
Donc c'était une expédition vers le pôle sud. Men wanted for hazardous journey. Small wages, faible rémunération, bitter cold, long months of constant darkness. J'ai pas besoin de traduire. Safe return doubtful. On n'est pas sûr de revenir. Honors and recognition in case of success. Il a reçu 5000 réponses. Moi, j'ai essayé de mettre une petite annonce de ce genre en disant on fait des choses difficiles, c'est mal payé, mais c'est vraiment très intéressant. Et à chaque fois, Pôle emploi ou l'APEC me les ont refusés en disant vous dévalorisez le travail, vous devez dire que vous avez une mutuelle. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Donc on dit que ça peut être très intéressant, et nous, on a eu, en 30 ans d'activité, on a eu beaucoup de stagiaires. Et la première chose que les stagiaires mettent quand ils ont fini, c'est qu'ils ont été stagiaires à la Société de calcul mathématique. Et des années après, ils reviennent me voir en disant « Ah, c'était vraiment intéressant ce qu'on faisait chez vous, et de prix, qu'est-ce qu'on se fait chier ?» Et ils me disent ça explicitement. Mais donc la cendre ne recouvre pas encore la flamme. La flamme est encore vivace sous la cendre, mais la formation à l'heure actuelle s'obstine à essayer de faire naître la cendre au détriment de la flamme. On ne leur propose pas quelque chose d'intéressant. C'est ce que disait Baudelaire, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Ben, ils veulent pas trouver du nouveau, ils veulent avoir une mutuelle. Et ils veulent pouvoir faire du télétravail, et ils veulent avoir leur portable, etc., etc. C'est du confort intellectuel. Après, ils s'emmerdent, parce que quand même, ils ont été formés à d'autres choses. Mais ils n'arrivent pas à surmonter, quoi. Voilà. Bon. Donc j'ai parlé du rôle du scientifique. Alors on peut être optimiste comme le sont certains d'entre vous. Moi je suis largement pessimiste parce que je ne crois pas que, compte tenu de l'état d'esprit des jeunes, je ne crois pas que la relève soit assurée. Je pense au contraire qu'il ne peut y avoir qu'un déclin. Grossièrement, si vous voulez, toutes les conneries sur la décarbonation, ça va s'effondrer parce que le pays est au bord de la ruine, il va bien s'apercevoir qu'il est ruiné. Alors les gens vont en déduire qu'il faut faire autre chose que de la décarbonation, mais ils vont remplacer ça par une autre connerie. Il n'y aura pas quelque chose d'intelligent à la place. J'ai eu un débat avec Cédric Villani il y a quelques années, qui est un mathématicien connu. J'espérais qu'il parlerait du rôle des mathématiques. Il s'est mis à me parler de biodiversité. Donc il était tout à fait charmant et très poli. J'ai rien contre le débat était très agréable, mais c'était pas son rôle en tant que député de l'Essonne, ce qu'il était à l'époque, que de parler de biodiversité. J'aurais aimé qu'ils disent les mathématiques peuvent jouer un rôle dans l'essor du pays et son renouvellement idéologique et industriel. C'était pas le cas. Il m'a conforté dans l'idée qu'en réalité, le verre était tellement présent dans le fruit qu'il n'y avait plus de fruit, il n'y avait plus que le verre. Voilà. C'est un peu dommage parce qu'il était vraiment très poli, puis il n'est pas idiot, mais si quelqu'un de ce niveau a atteint ce niveau d'imprégnation par l'idéologie, on se dit qu'il va le transmettre. Il représente les mathématiques au sens de flag, de flambeau, quoi. Néanmoins, il y a des gens qui restent optimistes, et c'était le cas de Victor Hugo. Alors je vais vous lire ce texte, c'est assez court. En 1852, et ça s'intitule « On se réveillera ». Et ça a l'avantage d'être très beau. On se réveillera. Ce livre n'a pas d'autre but que de secouer ce sommeil. La France ne doit même pas adhérer à ce gouvernement par le consentement de la léthargie. À certaines heures, en de certains lieux, à de certaines ombres, dormir, c'est mourir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais là, c'est infiniment mieux dit. Ajoutons qu'au moment où nous sommes, la France, chose étrange à dire et pourtant réelle, ne sait rien de ce qui s'est passé le 2 décembre, c'est le coup d'État de Napoléon III, et depuis, ou le sait mal, et c'est là qu'elle excuse. Cependant, grâce à plusieurs publications généreuses et courageuses, les faits commencent à percer. En ce qui concerne les conneries sur le climat, elles ont percé depuis longtemps. Il y a des tas de sites web qui expliquent ça et ça. Ce livre est destiné à en mettre quelques-uns en lumière et, s'il plaît à Dieu, à les présenter tous sous leur vrai jour. Il importe qu'on sache un peu ce que c'est que M. Bonaparte. À l'heure qu'il est, écoutez bien ceci, à l'heure qu'il est, grâce à la suppression de la tribune, grâce à la suppression de la presse, grâce à la suppression de la parole, de la liberté, de la vérité, suppression qui a eu pour résultat de tout permettre à M. Bonaparte, mais qui a en même temps pour effet de frapper de nullité tous ses actes sans exception,
y compris l'inqualifiable scrutin du 20 décembre, grâce, disons-nous, à cet étouffement de toute plainte et de toute clarté, aucune chose, aucun homme, aucun fait n'ont leur vraie figure et ne portent leur vrai nom. Le crime de M. Bonaparte n'est pas un crime, il s'appelle nécessité. Le guet-apens de M. Bonaparte n'est pas guet-apens, il s'appelle défense de l'ordre. Les vols de M. Bonaparte ne sont pas vols, ils s'appellent mesures d'État. Les meurtres de M. Bonaparte ne sont pas meurtres, ils s'appellent salut public. Les complices de M. Bonaparte ne sont pas des malfaiteurs, ils s'appellent magistrats, sénateurs et conseillers d'État. Les adversaires de M. Bonaparte ne sont pas les soldats de la loi et du droit, ils s'appellent Jacques, démagogues et partageux. Aux yeux de la France, aux yeux de l'Europe, le 2 décembre est encore masqué. Ce livre n'est pas autre chose qu'une main qui sort de l'ombre et qui lui arrache ce masque. Allons, nous allons exposer ce triomphe de l'ordre, nous allons peindre ce gouvernement vigoureux, assis, carré, fort, ayant pour lui une foule de petits jeunes gens qui ont plus d'ambition que de bottes, beaux fils et vilains gueux, soutenus à la bourse par Fould le juif et à l'église par Montalembert le catholique, estimés des femmes qui veulent être filles et des hommes qui veulent être préfets, appuyés sur la coalition des prostitutions, brassant des millions, donnant des fêtes, faisant des cardinaux, portant cravate blanche et claque sous le bras, gantés beurre frais comme Morny, vernis à neuf comme Maupas, frais brossés comme Persigny, riches, élégants, propres, dorés, brossés, joyeux, nés dans une mare de sang. Oui, on se réveillera. Oui, on sortira de cette torpeur qui pour un tel peuple est la honte, et quand la France sera réveillée, quand elle ouvrira les yeux, quand elle distinguera, quand elle verra ce qu'elle a devant elle et à côté d'elle, elle reculera cette France avec un frémissement terrible devant ce monstrueux forfait qui a osé l'épouser dans les ténèbres et dont elle a partagé le lit. Alors l'heure suprême sonnera. Les sceptiques sourient et insistent. Ils disent « N'espérez rien. Ce régime, selon vous, est la honte de la France. Soit cette honte est cotée à la bourse. N'espérez rien. Vous êtes des poètes et des rêveurs si vous espérez. Regardez donc, la tribune, la presse, l'intelligence, la parole, la pensée, tout ce qui était la liberté a disparu. Hier, cela remuait, cela s'agitait, cela vivait. Aujourd'hui, tout cela est pétrifié. Eh bien, on en est content. On s'accommode de cette pétrification, on en tire parti, on y fait ses affaires, on vit là-dessus comme à l'ordinaire. La société continue et force honnêtes gens trouvent les choses bien ainsi. Pourquoi voulez-vous que cette situation change? Pourquoi voulez-vous que cette situation finisse? Ne vous faites pas d'illusions, ceci est solide, ceci est stable, ceci est le présent et l'avenir. Nous sommes en Russie, la Nieva est prise, on bâtit des maisons dessus, de lourds chariots lui marchent sur le dos, ce n'est plus de l'eau, c'est de la roche. Les passants vont et viennent sur ce marbre qui a été un fleuve. On improvise une ville, on trace des rues, on ouvre des boutiques, on vend, on achète, on boit, on mange, on dort, on allume du feu sur cette eau. On peut tout se permettre. Ne craignez rien, faites ce qu'il vous plaira. Riez, dansez, c'est plus solide que la terre ferme. Vraiment, cela sonne sous le pied comme du granit. Vive l'hiver, vive la glace, en voilà pour l'éternité. Et regardez le ciel, est-il jour, est-il nuit? Une lueur blafarde et blême se traîne sur la neige. On dirait que le soleil meurt. Non, tu ne meurs pas, liberté. Un de ces jours, au moment où on s'y attendra le moins, à l'heure même où on t'aura le plus profondément oublié, tu te lèveras. Ô éblouissement, on verra tout à coup ta face d'astre sortir de terre et resplendir à l'horizon. Sur toute cette neige, sur toute cette glace, sur cette plaine dure et blanche, sur cette eau devenue bloc, sur tout cet infâme hiver, tu lanceras ta flèche d'or, ton ardent et éclatant rayon. La lumière, la chaleur, la vie. Et alors, écoutez, entendez-vous ce bruit sourd? Entendez-vous ce craquement profond et formidable? C'est la débâcle. C'est la Nieva qui s'écroule. C'est le fleuve qui reprend son cours. C'est l'eau vivante, joyeuse et terrible qui soulève la glace hideuse et morte et qui la brise. C'était du granit, disiez-vous. Voyez, cela se fend comme une vitre. C'est la débâcle, vous dis-je. C'est la vérité qui revient, c'est le progrès qui recommence. C'est l'humanité qui se remet en marche et qui charrie, entraîne, arrache, emporte, heurte, mêle, écrase et noie dans ses flots, comme les pauvres misérables meubles d'une masure, non seulement l'empire tout neuf de Louis Bonaparte,
mais toutes les constructions et toutes les œuvres de l'antique despotisme éternel. Regardez passer tout cela, cela disparaît à jamais. Vous ne le reverrez plus. Ce livre à demi submergé, c'est le vieux code d'iniquité. Ce tréteau qui s'engloutit, c'est le trône. Cet autre tréteau qui s'en va, c'est l'échafaud. Et pour cet engloutissement immense et pour cette victoire suprême de la vie sur la mort, qu'a-t-il fallu? Un de tes regards au soleil, un de tes rayons aux libertés. C'est beau. Voilà, j'ai fini, j'attends vos questions, s'il y en a. Oui, bah allez-y, bien sûr. Il me semble. Ben nous l'avons suivi depuis le début, depuis février 2020. On a fait tous les mois une publication des... Et ce qui m'avait attiré dès le février 2020, c'était le gouvernement qui disait, oh là là, c'est une épidémie épouvantable, il y a eu 300 morts. Et alors j'avais regardé les chiffres et je m'étais rendu compte qu'en moyenne, il mourait chaque jour, 1600 jours, 1500 personnes par jour. Et donc dire qu'il y en a 300 qui sont mortes, c'est une banalité. Il en mort 1500, 1600. Et tout donc, il était évident depuis le début que le gouvernement cherchait à dramatiser l'épidémie. Et après, il a continué à chercher à dramatiser l'épidémie. Ça n'a fait qu'empirer avec toutes les mesures qui ont été prises par la suite. Donc ça rentre exactement dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de pensée commune et tout le monde est... Alors là, il y a pratiquement privation de liberté tout le temps et obligation de penser. Moi, j'avais écrit une fois un type à Orano, parce que je souhaitais le rencontrer pour des raisons purement techniques, lui présenter ce qu'on faisait sur la gestion des incertitudes. Et le type m'a répondu, je ne veux pas vous recevoir à cause de vos prises de position sur le Covid. Ok, bon. Alors après, là récemment, je lui ai réécrit, vous voyez, maintenant, tout le monde s'aperçoit que la réaction sur le Covid a été très excessive, et c'est ce que nous disions de 2020. Je m'attendais à ce qu'il me réponde en disant, ouais, excusez-moi, j'avais mal regardé. Pas du tout, il m'a jamais repris contact. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les gens ont leurs convictions et ils ne reviendront jamais dessus. Il était complètement convaincu qu'il fallait boucler tout pour le Covid, vacciner, etc. Alors que c'était pas son métier. Je veux dire qu'il était à Orano, où il pouvait avoir une certaine liberté de penser sur le Covid. Et en tout cas, admettre l'idée que moi, j'avais une opinion qui était différente de la sienne. Mais pas du tout. Il y avait des tas de gens à l'époque, vous savez, pendant l'occupation, il y avait des médecins qui écrivaient à la Gestapo en disant il faut virer le médecin d'à côté parce que je veux prendre sa clientèle. Ben, pendant le Covid, il y a des gens qui téléphonaient aux flics en disant il y a un vieux qui est resté sur son banc et il faut l'emmener parce qu'il nous emmerde. Donc c'est pareil, si vous voulez, les gens, ils profitent du fait qu'ils se croient investis d'une mission de civilisation, en l'occurrence défendre la planète, défendre la santé, etc. Et ils revêtent des haillons qui les conduisent à prendre la tête de croisades auxquelles ils ne sont rien. J'ai essayé, quand on engueulait trop de Hevels, les gens qui parlaient comme ça au nom du GIEC, je leur ai dit, mais enfin, le GIEC ne vous a jamais rien demandé. Et ils s'exprimaient de manière extrêmement grossière à l'égard de Hevels. J'ai dit, mais le GIEC, il est respectable, je ne partage pas ses opinions, mais il n'a jamais accepté que vous utilisiez des mots grossiers comme vous le faites. Il y en a un qui avait dit, mon devoir de citoyen, c'est d'empêcher de Hevels de parler. Et il n'a jamais réussi à empêcher de Hevels de parler, mais c'est quand même fort d'entendre ça, quoi. Donc c'est des gens qui se croient investis d'une mission de civilisation. Et vous ne pouvez pas discuter, c'est des fanatiques. Donc, absolument. L'attitude du gouvernement s'est appuyée sur un grand nombre de scientifiques. Oui, absolument. Ouais. Et ceux qui étaient contre, comme Raoult et Perron, ont été vigoureusement combattus par l'ensemble du corps médical, des politiques et de la justice. Ils ont eu du mal à en réchapper. Mais je crois que Raoult et Perron étaient trop connus pour qu'on puisse leur nuire réellement. Sujet, excusez-moi. Je vous en prie, allez-y. En France, on ne parle pas du tout des procès qui sont en cours actuellement. Aux États-Unis, il y a une grande enquête qui a été menée officiellement. Et
Et les laboratoires ont été jusqu'à dire, mais nous, on n'a jamais dit que le vaccin était efficace. Ils l'ont dit clairement en audition officielle. Ils l'ont avoué. Et en France, aux États-Unis, c'est un sujet d'actualité très grave parce qu'ils réalisent que tout a été surfait Oui, dans le seul but de contrôler la population. absolument. Ils ont voulu faire un test. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de recenser et contrôler les gens? Une idée complètement tordue. Je suis d'accord, mais oui. Vous voulez dire quelque chose, Alain? Non. Moi, j'évite de me mêler de ces trucs-là, comme je disais, au nom de Pierre-Gilles Degène, on rend nos résultats, j'ai écrit des trucs mois par mois, après ce que les gens font, c'est leur problème, je ne me mêle pas des procès en cours, etc., mais il est évident effectivement qu'il y a un certain nombre de gens qui vont être condamnés dans les laboratoires parce que leurs vaccins n'étaient pas des vrais vaccins, puis apparemment, d'après ce que j'ai cru lire, il y a des effets secondaires qui sont significatifs à un certain nombre de cas. Probablement. Oui. En tout cas, c'est assez logique, puisque ces vaccins n'avaient pas été correctement analysés. Mais même pour les vrais vaccins, il y a des effets secondaires. Enfin bon, moi, je prends la position de Pierre-Gilles Degène. J'ai remis mes résultats, après, il se débrouille. Je veux pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je veux pas me mêler de la discussion publique. La seule question, c'est pourquoi aujourd'hui on n'en parle plus. Maintenant qu'on est en train de démonter toute l'histoire, en France, il y a un silence. Ben, il est certain que la presse est complètement complice de l'idéologie ambiante. La presse s'en nourrit et la favorise, ça c'est clair. Ça. Liberté de parole, vous voulez qu'un sujet pareil, qui nous a empoisonné la vie pendant 2 ans, on puisse en reparler quand même. Rien ne vous empêche d'adhérer. Il y a des journaux qui en parlent, il y a des émissions de télé, sur Internet, etc. C'est pas. Mais la grande presse n'en rendra pas compte. La grande presse, comme la majorité des scientifiques, adhère à l'idéologie ambiante. Ça, c'est complètement évident. Ce qui rend d'ailleurs la capacité qu'on a à former les jeunes beaucoup plus difficile, parce que les jeunes sont absorbent dès le début ce que dit la grande presse. On a dit que, puis voilà, on l'a lu dans le journal, ils l'ont entendu 50 000 fois. Moi, j'entends tout le temps des jeunes dire ah bah ouais, le GIEC a dit que, et puis pour eux, c'est une vérité d'évangile à partir de laquelle ils réfléchissent. Voilà. Donc, à partir du moment où vous avez tout ce qu'on peut faire, c'est de se mettre en retrait. C'est ce que disait Planck à Heisenberg. On ne peut pas agir là-dessus. Non, pas non plus. Non, il ne s'agit pas de se cacher. Moi, je ne me cache pas. Les gens savent bien que j'ai cette idée-là, mais je ne milite pas non plus pour la défense de ces idées. C'est ce que disait Socrate. Ouais, mais là, ce serait pas possible. De toute façon, puis enfin, on est une PME. On n'est pas là pour évangéliser la population. On n'est pas, j'adhère pas à un parti politique. Et je me fous éperdument de ce que les gens pensent. C'est ce que disait Schwartz. Quoi. On ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Donc, ceux que ça intéresse, ils trouvent sur notre site web un certain nombre d'informations, ils les digèrent ou ils ne les digèrent pas, puis après, vogue la galère. Je ne crois pas qu'on puisse faire plus. De temps en temps, on organise des émissions comme celle de Devels. On ne peut pas faire plus. Les politiques nous foutent la paix, c'est déjà pas si mal. Quoi. On n'est pas mort à 35 ans dans la misère comme Mozart. J'ai pas ces capacités de toute façon, mais je me méfie. Quoi. Ouais. D'autres questions? Désolé qu'on soit pas plus nombreux, il y a beaucoup plus d'inscrits, mais ils sont pas venus. Bon, on n'y peut rien. Il y a un sujet actuellement qui est très à la mode, c'est les traînées blanches qu'il y a dans. Ah bon? J'étais pas au courant. Non, jamais. Qu'est-ce que c'est ces traînées blanches? Je croyais que les avions laissaient des traînées. Il y a des avions qui sont en train de lâcher une poudre pour nuire aux gens, je ne sais pas quoi. Et ça, c'est depuis très très longtemps. Ça. Très, très longtemps. Non, mais attendez, que les avions passent de la buée derrière eux, c'est un phénomène physique démontré. Mais la théorie de répandre un produit, ça date des années 50 ou 60. Ah bon? Oui, c'est très ancien. Voilà. Et quel est le but de ces produits? Non, parce que déjà, moi, je ne crois pas qu'il y ait un produit. Je crois à la condensation au point bas. Je connais pas ce sujet du tout. C'est quoi, là? C'est des avions qui sont pleins de citernes de produits qu'on ne connaît pas.
pour faire pleuvoir, pour faire, je sais pas quoi. Au départ, c'était ça, je crois. Pour faire un écran, essayer de modifier la météo. Pour faire un écran au soleil, pour atténuer le réchauffement climatique. Ça aussi, on ne voit pas trop d'explications. Non, mais moi, c'est le truc que j'ai vu, mais j'y crois. Mais quand on regarde le ciel, manifestement, c'est pas de la condensation. La condensation d'un moteur, d'un réacteur, à l'échelle de l'avion, ça fait la longueur de l'avion, en gros, maximum. Là, ben, ça traverse l'horizon. Ouais. Donc c'est autre chose. C'est une pulvérisation de produits. Je connais pas. De toute éternité, les gens ont toujours eu très peur qu'il y a des phénomènes qui nuisent à leur santé. Le mot-clé, c'est chemtrails. Ouais. Tu regardes, tu mets ça sur Google, tu vas avoir 10 millions d'entrées. Oui, mais il faut regarder. Ah oui, les traits de chimie. Voilà. C'est traits chimiques. Il vaut mieux regarder sur Wikipédia, il s'explique. Les gens sont complètement convaincus que la civilisation est là pour leur nuire. Ils sont convaincus que tout ce que fait l'industrie, que tout ce que fait la science, c'est destiné à leur nuire. Et le mot-clé, c'est le retour à la nature. Donc, ils vont aller bouffer du végan, des trucs comme ça. Et à l'évidence, pourtant, quand il n'y avait pas la civilisation et quand il n'y avait pas la science, eh ben, ils vivaient 40 ans, alors que maintenant, ils vivent 80 ou 100. Donc, ben, ça leur vient pas à l'idée, quoi. Le retour à la nature est devenu un dogme, en tout cas en France. Donc, à un moment, c'était la mode de s'attaquer aux échoppes des bouchers, parce que les bouchers, il y avait de la viande derrière, etc. Enfin, bon, des sottises, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est pas le rôle du mathématicien que d'expliquer aux gens qui racontent des conneries et que c'est complètement contraire au bon sens. Mais le bon sens n'existe pas. C'est la denrée la plus rare, mais à partir du moment où on a pu condamner Socrate en 399 avant Jésus-Christ, parce qu'il prétendait que c'était les nuées qui faisaient pleuvoir et pas Zeus, on se dit que c'est pas étonnant que dans les 2400 ans qui est suivi, il y ait le même genre de conneries, quoi. Ça s'est pas résorbé. Ouais, c'est pareil, ça s'est pas résorbé du tout. Et à l'époque, c'était une vraie démocratie, c'est ça qui est intéressant. C'était pas une oligarchie qui avait décidé de condamner Socrate. Simplement, il avait expliqué aux gens qui savaient rien et ça leur plaisait pas. Donc, il fallait s'en débarrasser. Dans l'introduction de la thèse d'un jeune collègue, il y avait la phrase suivante qui m'a assez plu. Le sage à son élève, tu ne sais rien. Et le pire, c'est que tu ne sais même pas que je sais que tu ne sais pas que tu ne sais rien. Tout est dit. Enfin, en science, de manière actuelle, avec les mots d'aujourd'hui, si les gens acceptaient l'existence d'incertitudes sur quelque chose, ils seraient beaucoup plus tolérants, y compris dans le domaine religieux. Voltaire a essayé de l'expliquer dans le traité sur la tolérance, mais personne n'a lu le traité sur la tolérance. Donc ça sert à rien, ils se cramponnent à leur dogme. Et puis je vois des gens qui me disent « Ouais, on a des ordinateurs qui montrent quand on fait tel calcul qu'on obtient tel résultat. » Je leur dis « Mais oui, mais enfin, quelles sont les lois qu'il y a derrière et comment avez-vous alimenté le logiciel ?» Mais ils veulent pas parce qu'ils vivent avec ce logiciel, voilà. Oui, c'est ça, oui. C'est pas forcément garbage, mais c'est qu'une donnée incertain. C'est pas forcément faux, mais ça n'est pas non plus quelque chose d'absolument affirmé, voilà. C'est à l'école primaire, en fait, qu'il faudrait parler de ça. Oui, mais aucun prof ne le fait, tu as complètement raison. Les calculs, les nombres, dire aux enfants que dans le domaine des entiers, mais c'est pas seulement le calcul. L'enseignement est dogmatique depuis le premier âge de la vie. On dit aux enfants, par exemple, il y a eu tel phénomène, et Jeanne d'Arc a été brûlée à Rouen en telle date, etc., etc. En vérité, on s'aperçoit qu'on n'en sait rien et qu'il y a des grandes incertitudes sur la plupart des phénomènes. Par exemple, en ce qui concerne le procès de Socrate, j'ai lu dans l'une des traductions qu'il y avait eu 3 personnes qui étaient d'un côté, et dans l'autre version, dans l'autre traduction, qu'il y avait 30 personnes. J'en sais rien, j'étais pas. Mais il y a des grandes incertitudes sur n'importe quoi, y compris sur les phénomènes historiques. Personne n'est capable. Mon père était médecin au Maroc à l'époque où il y avait un tremblement de terre à Agadir, et à l'époque, ils avaient annoncé qu'il y avait eu 30 000 morts. Et après, dans les chiffres publiés, il n'y en avait plus que 10 000. Donc apparemment, il y a 20 000 personnes qui ont ressuscité entre-temps.
mais c'était parce qu'ils voulaient l'aide internationale. Donc vous voyez, dans la plupart des cas, il y a une manipulation des données, et quelquefois c'est volontaire, quelquefois c'est une incertitude involontaire, quoi. Donc, il faudrait expliquer aux gamins dès le début, et pas seulement en sciences, que dans la plupart des cas, par exemple, un autre truc, c'est l'origine de l'humanité. On trouve quelquefois des os quelque part, et on dit, voilà, c'est là l'origine de l'humanité. Alors c'est en Sibérie, c'est en Afrique, c'est en Asie, etc. Puis après, on trouve un squelette qui est quelques millions d'années plus vieux ailleurs, et on dit, ben maintenant, c'est là l'origine de l'humanité. En fait, on n'en sait rien du tout. Oui. Bon, le plus ancien, c'est quand même la vallée du Rift au Kenya. Pour l'instant, oui. Oui. Ouais. Ça n'a pas beaucoup bougé depuis. C'est quelques milliards d'années, 8 milliards d'années, quelque chose comme ça, je sais pas. La date qu'on a pour ces squelettes. 3 millions d'années, pardon, oui. Oui. Millions, pas milliards. La planète a 5 milliards d'années environ, oui. Pardon. La vallée du Rift au Kenya. Apparemment, des gens qui ont cherché. C'est le plus vieux squelette qu'on ait trouvé. Ouais, mais ça ne veut pas dire qu'on n'en trouvera pas des plus vieux si on cherche ailleurs. On n'a pas été encore à des endroits où il a pu y avoir quelqu'un. Ouais, donc dire c'est là l'origine de l'humanité, c'est une affirmation excessive, quoi, voilà. Ce qui est vrai, par contre, c'est qu'on n'a pas trouvé de squelette aussi ancien nulle part sur la planète. Mais on n'a pas cherché. C'est beaucoup plus récent. On n'a pas cherché. Oh, Mais non, pas. On n'a pas fait des trous partout pour chercher des squelettes. Bon. C'est pas exhaustif. On n'en sait rien. On peut faire comme hypothèse que celui-là, pour l'instant, à 3 millions d'années, est le plus vieux qu'on ait pu trouver. Ça me choque pas du tout. Mais de là à en déduire que le berceau de l'humanité est le Kenya, ça me paraît excessif, quoi. De même, on ne sait pas qui a conquis le territoire d'Amérique du Nord en premier, est-ce que c'est les Normands, patati patata. Ça donne des querelles auprès de la Cour suprême aux États-Unis. Bon, enfin, si les gens acceptaient, en particulier pour des raisons religieuses, de dire il y a des incertitudes, on ne sait pas pourquoi il faut faire le signe de croix dans un sens plutôt que dans un autre, ça leur éviterait de se bagarrer. Alors Dieu sait qu'ils se sont battus. Le raisonnement sur les probabilités d'incertitude, c'est un raisonnement qu'on ne nous apprend pas. Jamais, non. On ne nous apprend pas. Donc il y a une infime minorité qui, dans son cursus, dans sa vie, est amenée à se poser des questions. C'est ça, c'est ça. Et du coup, parmi tous ceux-là, il y en a qui commencent à... Mais ce qui est pire, c'est que les professeurs, quel que soit le domaine, quelle que soit la discipline, accentuent leur certitude. Ils présentent aux élèves quelque chose comme étant absolument certain parce qu'eux-mêmes en sont convaincus. Et ça leur donne de l'importance. Donc, s'ils prenaient l'attitude de Socrate en disant que je ne suis pas vraiment sûr, on a l'impression qu'on se foutrait d'eux. C'est assez inquiétant, quoi. Il faut voir que les programmes n'ont pas évolué dans le bon sens non plus. Non, ça bien sûr. En classe de seconde, en physique, les deux premiers cours, c'était théorie des incertitudes et système d'unité. D'accord. Et mesure. Donc mesure et incertitude. C'est ça les fondements. Bien sûr. Si on disait, et ça a été supprimé? Je pense que ça a évolué beaucoup. C'était en seconde, les premiers jours. Et si on commençait par dire aux enfants, quand on leur parle de longueur, de largeur, etc., mais alors, comment vous définissez? Il faut rappeler que ça définit à partir d'un appareil qui mesure. Et si on change de mètre, on n'obtient pas forcément le même résultat. Un enfant de 6 ou 7 ans. Je comprends ça, bien sûr, oui. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. Et si on dit ça à cet âge-là, ça change tout après. Et les gens sont habitués à ce qu'on leur donne un enseignement qui va conforter l'impression d'importance qu'ils ont, quel que soit le domaine, et c'est exactement le contraire de ce que souhaitait Socrate. Donc il est mort pour rien. Je pense que c'est le système éducatif qui veut que... Non, le système éducatif n'est que le reflet de la société civile. Il faut dire qu'en plus, l'informatique n'a pas arrangé les choses parce que maintenant, ça, c'est clair. Le nombre est devenu proéminent face à l'objet, face à la matière. Ça, c'est évident. L'informatique n'a fait qu'empirer, mais... Il faut savoir que les nombres représentent quelque chose, sinon on n'a rien à foutre des nombres. C'est pour ça que je ne suis pas aussi optimiste que l'était Victor Hugo, mais il n'a pas fait d'informatique. Peut-être qu'il... Enfin, en tout cas, c'était bien écrit. On se réveillera. Messieurs et mesdames, je vous invite à prendre le café au 3e étage. Non, mais je vous en prie. Toutes ces matières où il n'y a pas de certitude, le seul enseignement où j'ai vu quand le droit commence, l'école du droit commence par vous dire la justice n'est pas de ce monde. Si vous acceptez ce principe, venez étudier
le droit. Sinon, trouvez autre chose. C'est très sain. Ne croyez pas que vous allez faire la justice. Elle n'est pas de ce monde. C'est très sain de commencer comme ça, et moi j'ai les meilleurs rapports avec le système judiciaire, et je dis par exemple dans un procès, comme celui de Socrate, il y a le ministère public qui accuse et l'avocat de la défense qui défend, et ce sont deux entités complètement distinctes. Et quand il y a un grand projet, comme par exemple mettre des éoliennes partout, etc., il n'y a que l'avocat de la défense. Et il n'y a jamais l'avocat du diable qui dirait ben, ce projet est condamné à l'échec. J'ai eu une discussion sur ce thème ce matin même avec un responsable d'Eiffage, au haut niveau, et qui disait on a plein de grands projets, et je lui dis mais enfin ces grands projets n'ont jamais été expertisés du point de vue de leur échec possible. Et j'ai pris cet exemple de la constellation de satellites Galiléo, dont nous avons dit dès l'an 2000 qu'elle était vouée à l'échec. Elle n'est toujours pas opérationnelle. Mais à l'époque, tout le monde disait Galiléo, c'est génial, c'est génial. Les éoliennes, tout le monde dit c'est génial, il en faut partout. Le photovoltaïque, c'est partout. Jamais il n'y a l'avocat du diable qui serait en charge, comme c'est le cas dans un procès, que d'analyser l'aspect négatif. Et ce que je dis aux industriels, mais ils ne m'écoutent jamais, c'est vous ne devriez pas accepter un programme quel qu'il soit si vous n'avez pas vu le rapport de l'avocat du diable qui est là explicitement et payé pour ça, pour dire du mal du projet, c'est-à-dire chercher toutes les raisons pour lesquelles il doit échouer. Ce type doit être indépendant par définition de ceux qui ont conçu le projet. C'est l'avocat de la défense versus le ministère public. Ils veulent pas. Pour eux, par définition, le projet, c'est quelque chose qui a été initié par l'ensemble de l'entreprise, qui est politiquement correct, que tout le monde a accepté au niveau des actionnaires. Et il faut surtout pas le remettre en cause. Quand je leur dis, ben, il y a telle et telle faiblesse, ils ne veulent pas l'entendre. Et finalement, ça se casse la gueule ensuite, mais ça change. Hein? Pas toujours, non. Ça s'accélère. La faillite du photovoltaïque, des bagnoles électriques, ça s'est accéléré. J'ai été surpris de voir à quel point ça s'accélérait. La civilisation réagit rapidement. Ça, c'est les progrès dus à Internet. Ça. Les gens, il y a des trucs qui se lancent et ça se casse la gueule très vite. L'information circule beaucoup. Ouais, ouais. Puis quand un truc est pas rentable du tout, comme c'est des investissements énormes, on finit par s'en apercevoir. En 3-4 ans, un machin qui est pas rentable, ils peuvent pas. Oui, Il suffit de voir les annonces des loueurs de voitures. c'est ça. Ils ont renoncé aux voitures électriques. Ouais, Et ça a fait boule de neige. Depuis ce jour-là, tout le monde se pose des questions. ouais, Avant, tout le monde croyait que c'était le bon chemin. ouais. J'ai été surpris de voir à quelle vitesse le déclin s'amorçait. J'aurais pas cru que c'était aussi rapide. Donc peut-être que Victor Hugo a raison. On verra bien. C'est pire que l'électrique, l'hydrogène. Oui. Alors, on a fait des rapports négatifs là-dessus à la demande de la SNCF. Moi, Ouais. il y a 20 ans, j'avais condamné le principe. Bon. Mais c'est encore une fois, c'est des engouements destinés à sauver la planète. Donc à partir du moment où, ouais, ouais, on est amené à donner un avis négatif sur ces questions-là. Nous avons de temps en temps, on a eu des contrats explicitement comme avocat du diable. On a été payé pour ça. C'est pas beaucoup. On en a eu quelques-uns et on a fait le travail. Ça. On en a peut-être eu, je sais pas, en tout 5 à 10, quoi. C'est intéressant. C'est pas bien compliqué parce que c'est tellement creux qu'on s'en aperçoit tout de suite. Voilà. Pas de question, je vais vous raconter une anecdote. Ah, je vous en prie, de toute façon. J'ai eu la chance de monter dans un taxi qui était à hydrogène. Oui, mais vous en avez survécu. Ouais.